Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur le chapitre La quantité de mouvement. Donc, nous allons découvrir cette nouvelle grandeur utilisée en terminale, en particulier dans ce chapitre lors de deux exemples pour deux applications différentes. Lors du choc de deux corps, par exemple lorsque vous jouez au billard et que des boules de billard viennent se choquer, ou alors avec la propulsion à réaction, c'est le cas ici des avions de chasse, ou encore des torpilles qui vont lancer, ou encore des fusées qui vont décoller. Alors la quantité de mouvement, quelle est sa définition? Eh bien simplement, c'est une grandeur vectorielle qui est le produit de la masse par le vecteur vitesse pour un corps donné. Donc simplement, le vecteur p, quantité de mouvement, est égal à petit m fois le vecteur v. Alors que nous indique cette relation? Eh bien déjà que le vecteur p et le vecteur v sont collinéaires et de même sens, puisque m est positif, et la norme de la quantité de mouvement sera égale à petit m fois la norme de la vitesse. Alors quelle est l'unité de la quantité de mouvement? Eh bien puisqu'on multiplie une masse par une vitesse pour avoir la quantité de mouvement, eh bien simplement ce sont des kilogrammes mètres par seconde. Alors, il y a un principe très général qui est le principe de conservation de la quantité de mouvement. Dans un référentiel galiléen, la quantité de mouvement d'un système isolé se conserve, c'est-à-dire que la quantité de mouvement P, le vecteur P, est égal à un vecteur constant au cours du temps. Alors on a plusieurs termes à définir dans cette définition. Alors tout d'abord, un référentiel galiléen. C'est simplement un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Donc le principe d'inertie, on le reverra dans un prochain chapitre, mais vous l'aviez étudié en seconde. Donc le principe d'inertie simplement nous permet de définir les référentiels galiléens. Enfin, qu'est-ce qu'un système isolé? Un système isolé, on imagine très bien ce à quoi ça correspond, c'est simplement un système qui ne subit aucune force du milieu extérieur. Alors, en pratique, les systèmes isolés, ils n'existent jamais, c'est une situation théorique, puisqu'un système, comme par exemple la force d'attraction s'exerce à une distance infinie, ben, n'importe quel système va subir des forces d'attraction multiples où qu'il soit. Mais par chance, alors ce principe de conservation va s'appliquer également pour les systèmes pseudo-isolés. Un système pseudo-isolé, on les rencontre beaucoup plus couramment, c'est lorsque la somme des forces qui s'appliquent sur un système est nulle. Par exemple, un objet qui est en mouvement rectiligne et uniforme dans un référentiel galiléen, eh bien, subit des forces qui se compensent, donc la somme de ces forces est nulle lors de son mouvement. Par exemple, ici, s'il subit que deux forces, son poids P et la réaction R du sol sur lequel il glisse, pourquoi pas, ou si c'est une boule de billard, ça fonctionnera également, eh bien, ce sera un système pseudo-isolé. Donc, on pourra appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement. Alors, on l'appliquera pas toujours sous la forme P égale constante, vecteur P égale vecteur constant. Cet énoncé est équivalent à avoir comme énoncé delta P égale vecteur nul, c'est-à-dire variation de la quantité de mouvement est égale au vecteur nul. Et ceci est équivalent à dire aussi que la quantité de mouvement initiale est égale à la quantité de mouvement finale pour un système donné. Donc on pourra appliquer l'une de ces trois relations en fonction de l'exercice que l'on souhaite résoudre. Alors première situation où on va appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement, eh bien c'est lors d'un problème à deux corps, lors du choc de deux corps, ou lorsque le mouvement implique uniquement deux corps qui exercent une action l'un sur l'autre. Alors un système n'est pas nécessairement constitué d'un seul corps. On peut très bien définir un système qui est formé par deux corps que l'on va toujours considérer comme ponctuels, A et B. On notera alors le système de cette manière-là, A plus B. Donc, par exemple, ça va concerner au billard le choc de deux boules de billard. Eh bien, on peut considérer le système de la boule blanche et de la boule rouge ensemble. Dans ce cas-là, comme il s'agit dans notre exemple d'un système pseudo-isolé, eh bien, la quantité de mouvement du système va se conserver. Alors, quelle est la quantité de mouvement du système? C'est simplement la somme des quantités de mouvement des deux corps, PA plus PB. Donc, on applique la conservation de la quantité de mouvement,
Et donc, on va l'appliquer sous sa forme, la troisième forme que l'on a vue juste avant, c'est-à-dire que la quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité de mouvement après le choc. Donc, on peut écrire P initial égale P final. On va décomposer chacun des vecteurs quantité de mouvement à partir de A et de B, comme il y a deux corps A et B. La quantité de mouvement initiale, c'est PI pour le corps A plus PI pour le corps B. Et la quantité de mouvement finale, c'est PF pour le corps A plus PF pour le corps B. Tout ceci étant des vecteurs. Alors, si on le développe, à partir de la relation P égale MV, eh bien, on obtiendra la relation qui est ici. Et encore une fois, selon les exercices, on pourra appliquer soit la première, soit la deuxième. Alors, faisons une résolution graphique d'un problème. Imaginons le cas d'un choc entre deux billes où l'une des boules est initialement immobile, la rouge. On va taper sur la blanche qui va acquérir ainsi une certaine quantité de mouvement et qui va venir choquer la boule rouge ensuite et la mettre en mouvement également. Et la boule blanche n'est pas immobile après le mouvement, elle continue aussi, elle, sur un mouvement, mais avec un autre vecteur vitesse. Donc on peut faire une résolution graphique de ce problème ici. Voici la boule A à l'instant initial qui a donc une quantité de mouvement P A à l'instant initial. La boule B, elle, n'a aucune quantité de mouvement au départ. Donc, à l'instant initial, la quantité de mouvement initiale, c'est simplement PIA. Après le choc, eh bien, les deux boules vont acquérir une certaine quantité de mouvement. Imaginons que l'on connaisse l'une d'entre elles, par exemple, la quantité de mouvement de la boule A ici, qui devient celle-ci. On va pouvoir, à partir de la relation que l'on a écrite ici, retrouver la quantité de mouvement de la boule B à la fin, puisque on sait que la somme de PFA plus PFB doit être égale à PIA, puisqu'il y a conservation du vecteur quantité de mouvement. On est dans le cas du système isolé. Donc, on va construire ici PIA, qui est en fait PI total, et qui donc est également PF, la quantité de mouvement finale. Et donc, on sait que la somme des vecteurs PFA et PFB doit être égale à ce vecteur quantité de mouvement. Donc, on peut ici retrouver le vecteur quantité de mouvement PFB, ici, et le tracer donc au niveau de la boule B, ici. Donc, voici la quantité de mouvement acquise par la boule B après le choc. Ça, c'était une résolution graphique. Dans le cas d'une résolution numérique, alors on pourrait résoudre numériquement ce problème-là, mais on rentre dans certaines complications qu'on verra quand même dans les prochains chapitres. Mais donc, si on fait une résolution numérique d'un problème un petit peu plus simple, on imagine ici deux chariots, un chariot 1 et un chariot 2. Le chariot 1 a une masse M1, le chariot 2 a une masse M2. Encore une fois, on est dans l'état initial avec un chariot 1 qui a une vitesse V1 vers la droite et le chariot 2 qui a une vitesse nulle. Et ensuite, on connaît les vitesses V'1 et V'2. Après le choc du chariot 1 sur le chariot 2, le chariot 1 repart en arrière et le chariot 2 est propulsé vers l'avant. C'est une situation possible. Est-ce qu'on peut retrouver la masse M2 du chariot 2 connaissant les autres paramètres ici qui sont V1, V'1 et V'2 ainsi que M1? Eh bien, on va utiliser à nouveau la conservation de la quantité de mouvement. On part de cette relation-là en remplaçant ici par l'énoncé chariot 1 et chariot 2, donc PI1 plus PI2, c'est-à-dire la quantité de mouvement initiale, est égale à PF1 plus PF2, la quantité de mouvement finale. On va développer ici, sachant que puisque V2 est égal à 0 à l'instant initial, eh bien à l'état initial, PI2 est égal à vecteur nul. Donc, on obtient la relation M1 V1 est égal à M1 V'1 plus M2 V'2. Alors, ce qu'on va faire pour résoudre cet exercice, eh bien, on va devoir projeter sur un axe ici. Donc, on va apprendre à projeter sur l'axe OX. Donc, on trace l'axe dans le sens du mouvement ici. Donc, l'axe, qu'est-ce qu'il nous indique? Il va nous indiquer le sens positif des vecteurs. Donc, ici, le vecteur V1, lorsqu'on va projeter sur l'axe OX, eh bien, le vecteur V1
Et dans le même sens que l'axe OX, donc il est positif quand je projette pour avoir sa valeur selon OX. Donc ici, je vais simplement écrire M1 fois V1. V1 étant la norme du vecteur, et donc elle est forcément positive. À quoi est égal M1 V1? Eh bien, c'est égal à la projection de M1 fois le vecteur V'. Quelle est la projection du vecteur V'? On nous a dit que V'1 repartait vers l'arrière, donc puisque c'est dans le sens opposé à l'axe OX, eh bien V'1, sa projection sera négative ici. Donc on va écrire que M1V1 est égal à moins M1 V'1. Plus, ici, le vecteur V'2 est dans le sens de l'axe OX, donc il est positif, la projection est positive, plus M2 V'2. À partir de cette relation, maintenant, on va pouvoir simplement exprimer ce que l'on cherche. On cherche M2, donc il faut l'isoler. On va faire passer moins M1 V'1 de l'autre côté, ça devient plus M1 V'1, et on va simplement venir diviser par V'2 ici pour avoir M2 en fonction de toutes les autres grandeurs du problème. Et donc après, on n'a plus qu'à faire la résolution numérique. Voilà pour l'exemple de résolution de problème avec des problèmes à deux corps. Maintenant, qu'en est-il de la propulsion à réaction? La propulsion à réaction, eh bien, son principe, c'est simplement qu'on éjecte de la matière vers l'arrière, et ceci va provoquer une force de poussée vers l'avant, en raison de la conservation de la quantité de mouvement du système. Donc on va montrer qu'effectivement, lorsqu'on éjecte de la matière vers l'arrière, on a bien une poussée vers l'avant. Comment? Eh bien, on va étudier le système formé par la fusée et les gaz éjectés. Ils forment un seul et unique système, et donc on va poser la fusée, les différentes grandeurs du problème. Alors la fusée aura une masse mf. Les gaz, eh bien, la masse de gaz qui sera éjectée durant une durée ΔT, elle sera notée delta m gaz, c'est-à-dire que la fusée contient une certaine quantité de gaz et elle va en éjecter une certaine quantité qui sera notée delta m, c'est la variation de la masse des gaz éjectés. Et on va supposer que la delta m gaz est très inférieure à la masse de la fusée. Pourquoi? Parce que si on éjecte une quantité de gaz de la fusée, eh bien cette quantité de gaz, au départ, elle appartenait à la fusée, donc elle comptait dans la masse mf. Et donc, si ce n'était pas négligeable, il faudrait au fur et à mesure retirer delta m gaz de la masse mf. Alors que si c'est très inférieur, on peut supposer que la masse mf est constante. Ce qui est important pour notre problème, on le verra par la suite. Alors, on nous donne également la vitesse d'éjection des gaz Vg. Et on se pose la question, quelle est la variation de vitesse delta Vf de fusée pendant une durée delta T à cause de l'éjection des gaz? On va utiliser donc la quantité de mouvement. Alors on va représenter ici le problème avec la fusée, les gaz qui sont éjectés vers l'arrière V gaz comme ceci. Et donc on écrit le fait que la variation de quantité de mouvement delta P du système fusée plus gaz, eh bien c'est égal à la variation de quantité de mouvement de la fusée plus variation de la quantité de mouvement des gaz. On suppose le système isolé. Alors ça peut être le cas, par exemple, si la fusée est dans l'espace, loin de tout astre. Dans ce cas-là, le système sera isolé. Donc, toute la variation de quantité de mouvement de ce système, elle sera ici nulle. C'est-à-dire que la somme de la variation de quantité de mouvement de la fusée plus la variation de la quantité de mouvement de gaz, ici, sera égale à 0. À vecteur nul, pardon, il manque la petite flèche au-dessus. Ce qui signifie, si ceci c'est le vecteur nul, que la variation de la quantité de mouvement de la fusée est l'opposé de la variation de la quantité de mouvement des gaz. On va développer chacune des expressions avec delta PF qui est égal à MF, masse de la fusée, fois vitesse de la fusée. Et ceci va être égal à moins delta, masse des gaz, fois vitesse du gaz. Alors maintenant, on va pouvoir ici sortir les valeurs constantes de cette expression. Si on développait la différence ici, on ferait masse de la fusée fois vecteur fusée à l'instant final, moins masse de la fusée fois vecteur vitesse de la fusée à l'instant initial, et comme la masse de la fusée est constante, on pourrait factoriser.
Et donc on pourrait sortir la masse de la fusée de la différence. Donc c'est ce qu'on va faire ici, hein, simplement. Masse de la fusée, je le sors ici du symbole delta qui, je rappelle, veut dire différence en sciences physiques. Donc on obtient que la masse de la fusée fois la variation du vecteur vitesse de la fusée est égale à moins delta m gaz, puisque E, là il y a une variation de la masse de gaz, mais fois le vecteur vitesse des gaz que l'on peut sortir de cette expression-là. Ici, ils sont en dehors du delta, puisqu'ils sont, on va supposer, cette vitesse d'éjection constante. Et donc, on va arriver à la relation que la variation de vitesse de la fusée est égale à moins la variation de la masse des gaz sur la masse de la fusée fois le vecteur vitesse des gaz. Et donc, si on regarde ceci, avec la norme, eh bien, on voit déjà que le vecteur vitesse ici de la fusée, sa variation sera opposée à cette éjection des gaz, ici, au vecteur vitesse des gaz. Donc on va bien avoir une poussée ici, une variation de vecteur vitesse vers le haut, donc une accélération dans ce sens-là. Et enfin, eh bien, si on regarde sa norme, on va simplement avoir que delta VF est égal à delta M gaz sur la masse de la fusée fois la vitesse d'éjection des gaz. Vous voyez que le signe moins disparaît ici, puisque les normes sont toujours positives. Voilà pour ce chapitre et sur cette troisième partie, ici la propulsion à réaction, il est évident qu'il faut appliquer et s'entraîner, donc il y a quelques sujets de bac qui peuvent se trouver, qui traitent de la propulsion à réaction.